Le livre de Seth, La réalité inconnue, tome 1. On continue. Maintenant, les atomes peuvent se mouvoir dans plus d'une direction à la fois. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, ma réaction intuitive à la remarque de Seth selon laquelle un atome peut se mouvoir dans plus d'une direction à la fois. Donc ma réaction a été d'associer cette capacité-là à ces notions de temps simultané et de probabilité. L'artiste, vu qu'il n'est en aucune manière un scientifique, même s'il peut s'intéresser à la science, tente de saisir l'assertion du mieux qu'il peut, bien sûr, à la lumière du sentiment qui est là pour ce que Seth essaye de dire. En même temps, il se rend compte que depuis son point de vue artistique, il peut ne pas être capable de comprendre le paradoxe de mouvement contradictoire, entre parenthèses. Pour simplifier à l'extrême, en physique moderne, il est dit que les atomes sont des processus et non pas des choses, que les atomes ou leurs composants peuvent apparaître en tant que soit ondes, soit particules, selon la façon dont on les observe. Que ces qualités-là existent en dehors de notre monde grossier de l'espace et du temps. Les atomes sont des schémas de probabilité. Il est dit en outre que nos tentatives pour décrire ou visualiser de telles qualités non physiques nous amènent inévitablement à mal les interpréter. L'artiste se demande donc si le mouvement de l'atome dans plusieurs directions en même temps ne peut pas être parfaitement naturel dans son propre environnement. Une sorte d'attitude complètement séparée de tout jeu dans lequel nous pouvons tomber avec les mots lorsque nous essayons de la comprendre consciemment. On revient. Scientifiquement, vous ne percevez que le mouvement probable qui vous intéresse. La même chose s'applique à l'expérience subjective. Maintenant, faites votre pause. Je pourrais finir ça l'autre fois. Bon, 23h10. Jane sort lentement de l'une de ses plus longue transe. Celle-ci a duré 1h42. Je n'ai indiqué que quelques-unes des nombreuses pauses qu'elle a faites. Et ce sont encore massifs. Elle roule les yeux, puis les referme. Les choses sont réellement bizarres, comme si le ciel se craquelait. En parlant de cela, Seth le contrôlait. Mais maintenant, ma tête devient vraiment grosse. Je la réveille en l'appelant et elle dit « Oui, c'est dingue. Je ne sais pas si je dois interrompre cela ou continuer. J'ai l'impression que ma tête est réellement grosse maintenant et qu'elle roule vers la droite en pivotant. Elle est énorme. 23h15. Et quand il n'y a aucun son à l'extérieur, tout se met à tenter, comme le font les oreilles, juste en plus fort. Maintenant, tout mon corps est vraiment gros, massif. Je devrais peut-être arrêter. C'est drôle, ce n'est pas vraiment agréable. Mes dents paraissent immenses. Tous mes pieds, 23h17.
Jane sourit quand je l'appelle à nouveau. Je viens juste de me voir géante dans une pièce géante. Puis quelque chose que je ne comprends pas, une image de moi en gorille ou quelque chose comme ça. Je suis aussi haute que le plafond et j'essaie de faire tomber les murs. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Maintenant, je deviens encore plus énorme. Je pense que je vais sortir de ça. Est-ce que mon visage fait quelque chose? Il n'est pas en train de changer? Je lui dis que non. 23h21. J'avais la sensation d'avoir des cheveux longs et séparés au milieu, comme si mes traits étaient devenus ceux d'une sorte d'humanoïde. Tu sais, avec la chevelure qui pend de chaque côté de la tête, un peu comme un animal, mais avec des yeux très intelligents, très chaleureux et doux. Explication. Quand Jane a affirmé ce soir qu'elle percevait un aspect humanoïde d'elle-même, cela m'a rappelé le matériau qu'elle avait transmis il y a pratiquement un an dans le chapitre 12 de la réalité personnelle. À propos de l'idée d'une thérapie naturelle des animaux et de l'animal guérisseur. Elle a aussi fourni elle-même cette information au cours d'une pause pendant une session. À cette occasion, elle était plus qu'une observatrice. Il y a une grande différence de taille physique entre les images qu'elle voyait alors à la vision qu'elle avait d'elle-même ce soir. Il y a pourtant aussi des similitudes car elle avait dit que de cette expérience antérieure. J'ai vu des créatures qui se déplaçaient debout, velues, les yeux brillants de compassion. Jane ouvre enfin les yeux. Ses oreilles tentent encore tellement fort qu'elle me demande si je peux entendre le même son. Je lui dis que non. Nous faisons quelques pas dans la pièce. Je lui prépare un demi-sandwich. C'était du genre frustrant, me dit-elle, comme si je voyais ou sentais ce dont je suis capable en cet instant. Mais je sais qu'il y a bien plus derrière tout cela. Je peux le sentir, mais je ne peux pas y accéder. En mangeant, elle explique. Les bruits dans ma bouche sont vraiment forts. On n'est pas habitué à ça. Et quand elle boit sa bière, elle sent le liquide froid descendre à l'intérieur de son corps, mais décalé vers la droite de son œsophage. Elle énumère une série de sensations opposées dans son propre corps, dont elle se rend simultanément compte dans son corps plus gros. Son pied droit est très froid, son dos très chaud. Je lui apporte un tricot car notre salon s'est bien rafraîchi. Cette soirée de février est très froide. Reprise à 23h47. Maintenant, c'est seulement à partir de l'imprévisibilité que peut apparaître une infinité d'ordres ou de systèmes ordonnés. Tout ce qui ne relève
tout ce qui ne relève pas d'une complète imprévisibilité se traduira en fin de compte par une stagnation ou par des ordres d'existence qui, à long terme, sont autodestructeurs. Ce n'est qu'à partir de l'imprévisibilité que peut émerger un système pouvant être prévisible à l'intérieur de lui-même. C'est uniquement au sein d'une complète liberté de mouvement qu'un mouvement ordonné est vraiment possible. Du lit chaotique de vos rêves s'élève votre action ordonnée, quotidiennement organisée. Dans votre réalité, le comportement de votre conscience et celui de vos molécules sont extrêmement liés. Votre type de conscience présuppose une conscience moléculaire et votre type de conscience est inhérent à une conscience moléculaire, inerte au sein de votre système, mais pas fondamentalement prévisible. La prévisibilité est juste une autre façon de dire signifiant. L'imprévisibilité, en se regardant elle-même d'une multitude de façons, trouve certaines de ses propres parties signifiantes et elle forme certains ordres ou certaines séquences ordonnées en ce qui la concerne. Dans l'une de nos toutes premières sessions, je vous ai dit que vous ne percevez à partir d'un vaste domaine que les quelques données qui pour vous ont un sens. Ces données-là ne peuvent provenir que du lit de l'imprévisibilité. Seule l'imprévisibilité peut fournir la plus grande source d'ordre probable. Vos cellules sont tout à fait capables de gérer différents ordres d'événements. Dans l'état de rêve, elles sont donc capables, chacune à sa manière, de percevoir votre expérience et à partir d'elle, de choisir les actualités que vous voulez rendre réelles en vos termes. Dans les rêves, vous prenez connaissance d'événements probables à partir desquels vous choisissez ensuite. En s'adressant à moi, ainsi avant de mourir en tant qu'enfant, vous saviez que vous pouviez piocher et choisir cette mort-là. En termes plus larges, vous avez choisi à la fois la vie et la mort. Et votre photo à l'âge de 16 ans n'a jamais été prise dans une réalité unique. Oh oh. Explication. Il y a dans notre album 2 grandes photos assez formelles qui se font face. L'une est de Jane et l'autre de moi. Nous avons souvent plaisanté en les voyant. Il se trouve que nous les avons regardés un peu plus tôt dans la soirée. Elles ont tous les deux été prises en 1936. Jane avait 6 ans et demi et moi 16. C'était un an avant que je finisse le lycée. Plus d'une fois, Jane m'a demandé ce que j'aurais pensé à cet âge-là. Si j'avais eu conscience que ma future femme était une petite fille au visage rond, encore en train de jouer avec des poupées en papier. Ah, poupées en papier. Moi, j'avais aussi. Une pause.
Nous avons presque tout ce que Rubur peut traiter ce soir. Et ce n'est là qu'un début. Seth transmet maintenant une demi-page de matériaux pour Jane, puis il conclut le travail de ce soir par un commentaire sous forme de plaisanterie. Son cerveau probable ne peut traduire que cette quantité-là de ce matériau à la fois. Oui, bonne nuit. Minuit 06. Jane se sent encore un peu massif. Quelques notes ajoutées le lendemain. Le sommeil de Jane a été agité et elle s'est retrouvée à transmettre du matériau sur les probabilités pratiquement toute la nuit. Elle s'est souvent réveillée soulagée de constater qu'elle n'était pas en train de tenir une session que je n'enregistrais pas. Comme ça, dit-elle en riant, le matériau demeure en sécurité. Nous l'aurons lors d'une session régulière. Jane m'a souvent dit qu'en général, dans ce genre de circonstances, la nuit, elle ne sent pas la présence de Seth et n'entend pas sa voix. Au lieu de cela, elle se rend juste compte du matériau qui coule à travers elle. Ok, la session est finie. Alors, les notes qu'on a lues, et c'est tout.